Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, nous allons diffuser sur cette chaîne Patreon des images que vous ne pouvez pas voir sur YouTube. Nous allons diffuser des images de combat, des images de la réalité autour de nous. Que ce soit même en France ou partout, je dis bien partout, dans le monde, à Gaza, en Ukraine, absolument partout. Voilà ce que nous voulons faire sur Patreon. J'espère que vous allez nous rejoindre. À très bientôt. Oui, bonjour à tous. Alors, vous avez certainement vu M. Orban et son discours de hier face à Ursula von der Leyen. Alors, Orban est pour la paix. Il est pour la paix et pour son pays. C'est vraiment le seul homme en Europe qui voit clair, vraiment clair. Et on voit au Parlement européen s'agiter les gens qui veulent la guerre et qui sont complètement soumis aux États-Unis. C'est quand même complètement fou. D'autre part, l'armée russe avance toujours dans le Donbass. Mais en plus, elle encercle les positions ukrainiennes. Ça devient très, très problématique pour l'armée ukrainienne, vraiment. Il faudrait vraiment arriver maintenant à la paix. Et puis au Moyen-Orient, nous sommes toujours en train de nous demander ce que va faire M. Netanyahou. C'est quand même absurde, absurde, que personne, je dis bien personne, ne puisse l'arrêter. Enfin si, les États-Unis pourraient très bien arrêter Netanyahou en lui privant des armes qu'il lui file tout le temps. Mais là, non, 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 c'est pas possible ça. Bonne revue de presse. Les forces russes se sont maintenant infiltrées dans l'est de Toretsk, comme l'a confirmé le commandement militaire ukrainien, décrivant des combats qui se déroulent, selon leurs termes, littéralement à chaque entrée d'immeuble. Cette intensité dans les affrontements rappelle les batailles urbaines les plus féroces de l'histoire moderne, où chaque bâtiment, chaque rue, devient un champ de bataille disputé mètre par mètre. La situation autour de Toretsk s'est détériorée depuis plusieurs mois. Dès le mois d'août, des rapports faisaient état d'affrontements sporadiques en périphérie de cette ville stratégique. Cependant, au cours des dernières semaines, Moscou a redoublé d'efforts pour concentrer ses attaques sur cette région précise. La raison de cette intensification est liée à l'importance géographique de Toretsk. Elle constitue un point névralgique pour les lignes logistiques qui soutiennent les opérations ukrainiennes dans l'est du pays. Fin septembre, les forces russes ont commencé à progresser de manière plus agressive vers le centre de la ville. Cette avancée s'accompagne d'un usage massif de bombes guidées extrêmement destructrices. Ces armes, capables de causer des ravages importants sur les infrastructures civiles et militaires, ont été largement utilisées pour affaiblir les défenses ukrainiennes. L'usage de telles bombes reflète la stratégie militaire russe qui consiste à détruire systématiquement les infrastructures pour désorganiser l'ennemi, quitte à causer des dommages irréversibles aux villes elles-mêmes. D'accord. Alexander, faisons une mise à jour sur ce qui se passe en Ukraine. Beaucoup de chaudrons dans le Donbass. Beaucoup de chaudrons se forment dans le Donbass. Et il semble que Zelensky soit plus concentré sur Kursk et Kharkov et le nord des lignes de front.
Nous recevons également des rapports indiquant que l'armée ukrainienne commence à préparer des fortifications à Dnipropetrovsk, dans cette région, en prévision d'une avancée russe vers cette grande ville. C'est tout à fait exact. Je pense que ce que nous voyons maintenant, et nous le voyons dans tout le sud-centre du Donbass, et en effet à Zaporizhia et Kherson également, c'est que la résistance ukrainienne s'effondre rapidement. J'ai lu un rapport récemment, je pense que c'était un rapport ukrainien en fait, qui disait que l'un des problèmes fondamentaux que les Ukrainiens ont maintenant est que leur armée, leurs forces dans le centre et le sud du Donbass sont maintenant tellement surmenées qu'elles ne peuvent pas retenir le terrain entre les villes et les cités. Ils ne sont pas en mesure de construire des fortifications dans ces endroits, et cela donne aux Russes des opportunités de manœuvrer en rase campagne. Pour Volodymyr Zelensky, la guerre entre l'Ukraine et la Russie devra s'achever en 2025. Le président ukrainien appelle également à des avancées dans le processus d'adhésion de son pays à l'OTAN. The situation on the battlefield creates an opportunity to make this choice, a choice for decisive action to end the war no later than in 2025. And we are counting on President Biden's leadership. We rely on the strong and wise steps of Britain, France, Germany and Italy to bring security and peace to Europe. Volodymyr Zelensky s'exprimait lors d'une visite à Dubrovnik en Croatie où il participait à la 3e session du sommet Ukraine-Europe du Sud-Est qui regroupe 13 pays. Le sommet a adopté une déclaration commune de soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et à l'intégration euro-atlantique. À cette occasion, Volodymyr Zelensky a également signé un accord avec le Premier ministre croate Andrej Plenković sur la coopération à long terme entre les deux pays. À noter l'absence du président croate Zoran Milanović, qui n'a jamais caché son opposition sur les politiques occidentales concernant la guerre en Ukraine. Enfin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré qu'il sera impossible de créer la paix en Ukraine si le pays rejoint l'OTAN. Elle a accusé l'Occident d'essayer de faire de l'Ukraine un tremplin pour une éventuelle confrontation avec la Russie. Cela signifie que les Russes sont capables de couper les unités ukrainiennes qui sont obligées de se replier dans les villes pour se défendre, car elles ne sont pas assez fortes pour se défendre en rase campagne. Cela conduit exactement au résultat que vous avez mentionné. Tout un ensemble de différents chaudrons ou encerclements commence à apparaître à divers endroits. Nous avons donc un encerclement majeur qui commence à se développer dans le sud du Donbass, dans une ville importante appelée Kurakovo. Nous en sommes encore à un stade assez précoce, mais cela commence à se manifester. C'est la zone où les Russes ont récemment capturé Vuhledar. Ils avancent de plus en plus près de Kurakovo. Ils sont peut-être à 2 kilomètres de distance à certains endroits. Il y a apparemment un nombre important de troupes ukrainiennes là-bas à Kurakovo. Avant l'invasion russe à grande échelle en 2022, Toretsk abritait une population d'environ 30 000 habitants. Aujourd'hui, après des mois de bombardements et d'assauts, la ville est méconnaissable. La majorité des bâtiments a été détruite, et les rues autrefois animées sont maintenant jonchées de débris. Après de multiples vagues d'évacuation, environ 1600 habitants courageux ou démunis restent dans la ville, vivant sous un constant danger, au milieu des ruines. Ces civils, pour la plupart, n'ont nulle part où aller ou sont trop attachés à leur terre pour partir, malgré la situation désespérée. Si les forces russes parviennent à prendre le contrôle total de Toretsk, cela représenterait un coup dur pour l'armée ukrainienne. En effet, cette ville est cruciale pour maintenir ouvertes les routes logistiques qui relient l'arrière des lignes ukrainiennes à la zone de combat. En coupant ces voies de communication, Moscou espère affaiblir la capacité de l'Ukraine à approvisionner ses forces en matériel et en renfort. Ce contrôle permettrait à la Russie de resserrer encore l'étau autour des positions ukrainiennes dans l'est du pays, où les combats les plus intenses de la guerre se déroulent actuellement. Cette intensification des combats dans l'est de l'Ukraine s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis la capture de Vuhledar par les forces russes il y a moins d'une semaine, les forces ukrainiennes font face à une pression croissante sur plusieurs fronts simultanés. Vuhledar, tout comme Toretsk, est une ville stratégique de première ligne. Située à proximité des territoires ukrainiens que la Russie a annexés en 2014,
cette zone a été le théâtre de combats acharnés depuis maintenant près de 10 ans. In Kurakovo is on a water reservoir, so Kurakovo est sur un réservoir d'eau. Donc, les troupes ukrainiennes ne peuvent évidemment pas battre en retraite à travers l'eau. Il n'y a qu'un nombre limité de routes. Et un responsable russe a déclaré à l'agence de presse russe TASS que les Russes ont le contrôle du feu, comme ils disent, sur toutes les routes principales. Et nous pouvons voir que les Russes se déplacent rapidement pour essayer de fermer les routes principales, ce qui conduirait, comme je l'ai dit, à un encerclement des troupes ukrainiennes dans cette zone. Puis un peu plus au nord, il y a un autre chaudron ou encerclement qui se développe, et cela se développe très rapidement. Nous sommes probablement à quelques jours de là où cela se passe. C'est autour d'une ville appelée Hirnik ou Gorniak, comme les Russes l'appellent. Il y a un petit groupe de villages autour. Apparemment, plusieurs milliers de troupes ukrainiennes s'y trouvent. Supposedly several thousand Ukrainian troops are located there. The Russians are on all sides of this cluster of villages. Les Russes sont de tous côtés de ce groupe de villages et de cette petite ville. Ils viennent apparemment aujourd'hui de terminer la capture d'un autre village appelé Soukourini, ce qui signifie effectivement que ces troupes ukrainiennes dans cette ville et dans ces villages sont déjà encerclées opérationnellement. Il y a encore des routes par lesquelles elles pourraient se retirer, mais ces routes sont sous le contrôle du feu russe, et les Russes sont situés très très près d'elles. Et puis plus au nord, il y a Selidovo, une ville d'environ 24 000 habitants avant la guerre. Les Russes sont au nord, au sud, à l'est de celle-ci, et apparemment ils se rapprochent encore une fois de contrôler toutes les routes principales et les lignes de chemin de fer vers Selidovo. Controlling all the main roads and railway lines into Selidovo. There's apparently a significant force. Il semble qu'il y ait une force significative de troupes ukrainiennes à l'intérieur de Selidovo. Il semble qu'elles vont également être encerclées assez rapidement. Il y a environ une semaine, un responsable russe nous a également dit que si nous parlons du grand endroit dans cette région, qui est Pokrovsk, les Russes ont de nouveau, comme vous le dites, le contrôle du feu sur les principales routes d'approvisionnement vers Pokrovsk. Ils ont déjà coupé les lignes de chemin de fer. Ils bombardent et pilonnent les routes principales. Il est très difficile pour les approvisionnements d'atteindre Pokrovsk par ces routes. L'annexion de la Crimée et l'occupation de certaines parties du Donbass par les forces russes ont transformé des villes comme Toretsk en véritables bastions militaires, où la guerre est devenue une réalité quotidienne. En s'emparant de Vuldar et en menaçant Toretsk, Moscou cherche à renforcer son emprise sur l'est de l'Ukraine, région qu'elle considère comme cruciale pour ses ambitions stratégiques. Le contrôle de ces villes permettrait non seulement de couper des routes logistiques importantes, mais également de sécuriser une zone tampon qui protégerait les territoires déjà annexés par la Russie contre toute contre-offensive ukrainienne. Le conflit dans l'est de l'Ukraine s'inscrit dans une stratégie de guerre d'usure, où chaque ville, chaque position stratégique compte dans l'équilibre global des forces. La capture de Toretsk, si elle se concrétise, pourrait modifier significativement le cours de la guerre en faveur de la Russie, tout en infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles aux deux camps. Nous sommes encore à quelques semaines d'une position où nous pourrons parler d'un encerclement des troupes ukrainiennes à Pokrovsk. Mais c'est là, juste en dessous de l'horizon temporel. Et c'est dans le sud du centre du Donbass. And that's in, southern central Donbass. If we go further north and further eastwards, si nous allons plus au nord et plus à l'est, les Russes ont maintenant pris position près d'une ville fortifiée appelée Siversk dans le nord. Ils ont capturé divers villages autour de Siversk. Siversk est en soi une sorte d'enclave. C'est profondément à l'intérieur, vous savez, du territoire contrôlé par les Russes. Il me semble que quelles que soient les troupes ukrainiennes présentes, elles sont également à risque sérieux d'encerclement. Il y a divers chaudrons et petits chaudrons dans la grande ville de Toretsk, que les Russes ont progressivement capturés au cours des derniers mois. Et lorsque Toretsk tombera lui-même, et que la ville voisine de Chasov Yar tombera également, il y a des rapports selon lesquels les Russes avancent également dans ces endroits. In those places as well.
well, you can see if you look at the map that again, the position of Eh bien, vous pouvez voir, si vous regardez une carte, que, encore une fois, la position des troupes ukrainiennes dans cette partie du Donbass, au sud de Kramatorsk, semble précaire, pour le dire gentiment. Donc, tous ces chaudrons commencent à apparaître. Et j'ai le sentiment que la direction ukrainienne, le haut commandement ukrainien, comprend discrètement que tous ces endroits vont être perdus. En l'espèce, concernant la Russie et l'Ukraine, les préoccupations sécuritaires totalement légitimes de la Russie face à l'extension de l'OTAN. C'est juste, c'est le b.a.-ba. Je veux dire, ça n'a rien d'incroyable de dire ça, c'est une réalité. Bon, donc on a méprisé ça, on a dit on fait la guerre quand même, on va y arriver, on va la gagner. On méprise nos ennemis, on méprise nos adversaires géopolitiques, on les méprise, mais souverainement. Donc à partir du moment où on les méprise, on ne les mesure plus, on ne les évalue plus comme on le devrait. Et deuxièmement, on a une conception en Occident et en Europe, enfin l'Europe ne fait que suivre, mais bon, en Europe et aux États-Unis depuis toujours, effectivement d'une supériorité qui nous serait acquise, je ne sais pas, par l'opération du Saint-Esprit, je ne sais pas, un truc qui ferait que par définition, non seulement on va gagner, toujours, encore et toujours, mais que les autres doivent se rendre. Les autres doivent soit mourir, soit nous obéir, soit... Or, tout ça n'a plus de sens. Et ce qu'ils font, c'est gagner du temps en continuant à résister dans ces endroits. Même si cela signifie que leurs troupes dans le Donbass sont sacrifiées en grand nombre. Et vous avez tout à fait raison. Il y a des rapports selon lesquels ils sont maintenant occupés à essayer de créer des fortifications à Dnipro, la ville de Dnipro, qui se trouve sur le fleuve Dnipro. Which is on the Dnieper River. In other words, they're thinking of a retreat to the... Autrement dit, ils envisagent un repli vers le Dniepr dans cette zone, tout en essayant de tenir le coup au nord, dans les régions de Kharkov et de Sumy, et dans la région de Kursk, ce qui, j'ai l'impression, est la priorité absolue de Zelensky. Il sait que si les Russes capturent ces endroits, Sumy, Kharkov, et reprennent Kursk, alors ils sont aux portes de Kiev. Et cela, bien sûr, met en péril l'ensemble de l'État ukrainien. Tant qu'il reste à Kiev, cela le met également en danger. Donc je pense que c'est sa priorité. Je pense qu'ils ont décidé, ils ne le disent pas bien sûr, mais je pense qu'ils ont décidé qu'ils tiendront aussi longtemps qu'ils le pourront dans le Donbass, quel qu'en soit le coût, mais que leur principal objectif maintenant est de défendre le Nord. A l'air de craquer très sévèrement sur l'ensemble du front, avec beaucoup de pertes. Avant-hier, c'est 2600 mises hors de combat en une journée, selon les Ukrainiens. C'est juste sidérant. Non, mais c'est le rythme actuel. Hein. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On en est à plusieurs milliers de morts par jour sur le théâtre ukrainien, des morts ukrainiens. Hein. Bien sûr, les Russes ont des pertes aussi, mais c'est pas dans les mêmes proportions. Donc, bien sûr, on est dans un fiasco total en Ukraine. Je suis désolée de le dire, je suis désolée d'aller contre les mensonges éhontés. On est à front renversé par rapport à la réalité complètement. Pour faire durer une posture martiale, etc., pour ne pas perdre la face. Et donc, effectivement, pour les Américains qui savent très bien ce qui se passe, parce qu'ils sont beaucoup plus à la manœuvre encore que nous, et les Anglais aussi d'ailleurs, bon, pas de nom des moindres, pour les Américains, cette explosion moyen-orientale, enfin cette montée en tension moyen-orientale, est une aubaine, parce que de toute façon, il y a un moment, il va falloir débrancher le Zelensky, quoi. Voilà, il a fait son job, mais pas si bien que ça, mais enfin, il l'a fait quand même depuis 2 ans et demi, et maintenant, il arrive un peu en bout de course. Donc, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, et peut-être même d'ailleurs, si Kamala Harris arrivait au pouvoir,
ce qu'à Dieu ne plaise en ce qui me concerne. Si Kamala Harris arrivait au pouvoir, peut-être qu'elle se dira, après tout, j'ai peut-être quand même trouvé un moyen, soit de faire bleeder, comme ils disent, c'est-à-dire saigner la Russie à petit filet pendant longtemps et de poursuivre le conflit, mais en tout cas de redescendre en tension. Ça s'est vu clairement avec le refus de Biden, quel que soit son État, et donc le camouflet infligé à tous les ultras, à tous les Blinken, Sullivan et compagnie, d'accepter d'aider les Ukrainiens à frapper la Russie dans la profondeur avec des missiles de longue portée. Oui, c'est le Nord, sur lequel Zelensky a également basé toute sa formule de paix et son sommet pour la paix. Tout le récit pour plus d'argent, plus d'armes et un plan de victoire est basé sur le Nord, sur l'incursion de Kursk. Donc, je veux dire, il doit s'y accrocher s'il veut continuer à diffuser tout ce récit de plan de victoire. Un plan dont il parle depuis quelques mois maintenant, et personne n'a réellement vu de plan de victoire. Ce qui me fait croire qu'il n'y a vraiment pas de plan de victoire. C'est vraiment, comme l'a dit un responsable de l'Ouest collectif, juste une liste de souhaits de choses qu'il veut. Il n'y a pas de véritable plan. Non. Je veux dire, son plan ultime est d'amener les États-Unis dans la guerre. Nous en avons discuté de nombreuses fois. Et chose intéressante, les médias traditionnels commencent essentiellement à le dire autant. Je veux dire, ils commencent progressivement à reconnaître que c'est le seul moyen pour Zelensky de changer la situation. Maintenant, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il se concentre maintenant sur le maintien dans les régions centrales et méridionales, en fortifiant les positions le long du Dniepr et en se concentrant sur le nord. Transférez vos meilleures troupes et les fournitures que vous avez là-bas. Parlez d'un plan de victoire en lien avec vos positions dans le nord. Essayez de maintenir les positions à Kursk, ce qui est, soit dit en passant, très dangereux. Les troupes ukrainiennes dans la région de Kursk semblent également être sur le point de se retrouver dans un chaudron. Mais c'est son plan. Je pense que c'est un très très mauvais plan en effet. Je veux dire, encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais juste pour dire, vous savez, abandonner le Donbass, abandonner tout l'est de l'Ukraine au sud de Kharkov, abandonner des dizaines de milliers d'hommes de votre armée dans ces endroits, ce que cela va faire, c'est laisser l'Ukraine dévastée, brisée. Et je ne pense pas qu'une Ukraine affaiblie de cette manière sera finalement capable de défendre ses positions le long du Dniepr ou dans le nord. Mais dans la mesure où Zelensky a réellement un plan, cela semble être celui qu'il a. Oui. On peut noter la lucidité de Lloyd Austin, le ministre de la Défense, disons, des États-Unis, donc qui est à la tête du Pentagone, qui semble-t-il a un peu calmé Blinken et Sullivan en leur disant que là, on s'arrête. Oui, mais parce que... les États-Unis ont gagné. Enfin, ils ont gagné largement dans cette affaire. Il y a les billes qu'ils ont mis. L'Europe est totalement à la main. Ils vont racheter du matériel américain, plus savoir quoi en faire, des F-35, des chars, tout ce qui a été envoyé en Ukraine. Ils vendent du gaz très cher à l'Europe. Du point de vue américain, ça va. Enfin, je caricature, mais Austin a l'air. Je pense il a dit ça. Il ne va pas s'engager dans un conflit avec les Russes. Ça n'a aucun intérêt pour nous. Alors, aucun intérêt, pas les moyens. Et ce qui se dit, c'est qu'en fait, le Pentagone reprend la main dans l'affaire ukrainienne sur les dingues, sur les fous de la CIA, du département d'État, du Conseil national de sécurité et bien sûr avec le diplomate en chef, n'est-ce pas, l'excellent Blinken. Voilà, donc il y a un moment où effectivement il y a un retour au réel et qui mieux que les militaires connaissent in fine la réalité
des avancées technologiques des Russes par rapport aux leurs propres, et de l'impossibilité, en fait, ils ne veulent pas prendre des risques. La doctrine nucléaire russe vient d'être, encore une fois, revisitée avec des propositions de Vladimir Poutine qui sont sans équivoque. Donc maintenant, il est patient, mais il en a assez de faire semblant de ne pas comprendre, de ne pas voir qu'en fait, nous sommes derrière l'Ukraine de manière extrêmement concrète et pratique. Donc là, il a dit, je le sais maintenant, et il vient de dire que la Russie se réserve le droit de pouvoir réagir nucléairement à des attaques massives conventionnelles d'un État non nucléaire qui serait soutenu par des puissances nucléaires, ce qui est quand même juste la description de ce qui se passe. C'est-à-dire, l'Ukraine est un État non nucléaire depuis qu'elle a rendu ses armes. En revanche, elle est soutenue par au moins 3 puissances nucléaires, la France, l'Amérique et la Grande-Bretagne. Bon, donc on est dans ce cas de figure. Et là, c'est la question de la frappe, entre guillemets, en premier, de la frappe nucléaire, pour dire, mais stop, quoi. Bon. Sauf qu'une fois qu'on frappe nucléaire, voilà, si on considère que ces États qui aident l'Ukraine non nucléaire sont partie propre au conflit plein et entière, c'est vraiment le dernier pas avant l'action. Oui, je me demande ce qui se passera après l'élection. Je veux dire, nous sommes à un mois des élections américaines, moins d'un mois. Aux États-Unis, Zelensky était censé. Les rumeurs à Kiev disaient que Zelensky allait licencier Budanov et Umerov, le ministre de la Défense. La nouvelle clé là-bas est qu'il allait licencier Budanov. Umerov, qui se soucie de ce type. Il était un ministre de la Défense intérimaire après que Reznikov ait été licencié pour corruption ou pour une autre raison. Mais l'essentiel était que Budanov, le gars du renseignement, l'un des principaux acteurs du projet Ukraine, allait être limogé par Zelensky. La nouvelle est que cela a été reporté jusqu'après l'élection américaine. Et cela me conduit à croire que Zelensky attend de voir ce qui va se passer après les élections américaines. Tenir le Donbass. Laissez-moi continuer à faire monter la pression sur l'incursion de Kursk pendant un autre mois et voyons ce qui se passe après les élections. Du côté américain, les Sullivan, les Blinken et tous ces gars-là pourront dire « D'accord, nous avons fait notre travail. Nous avons fait passer l'Ukraine au-delà du cap des élections, de la ligne d'arrivée des élections. Maintenant, c'est à la nouvelle administration de jouer. Et Zelensky attend de voir, est-ce que ce sera Harris ou Trump? Harris, il n'y aura pas beaucoup de changements. Si quelque chose, cela pourrait même être pire pour Zelensky, parce qu'elle n'est manifestement pas intéressée par l'Ukraine, mais elle fera tout ce qu'on lui dira de faire. Trump est l'élément d'incertitude. Trump ne semble pas beaucoup apprécier Zelensky. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue lors de leur dernière rencontre. Mais Trump a dit qu'il mettrait fin au conflit en Ukraine. Je me demande si Zelensky pense, d'une manière étrange et tordue, qu'il s'agit peut-être d'une initiative de la présidence Trump. Cela mettrait la pression sur Poutine, et peut-être qu'il aurait une meilleure chance d'amener les États-Unis en Ukraine avec Trump. Je ne pense pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que Trump va faire exactement le contraire. Mais je me demande si Zelensky pense, vous savez, si je peux opposer Trump à Poutine, alors peut-être que c'est ma façon de tirer mon épingle du jeu et de sortir de ce pétrin. Je ne sais pas vos pensées. Je ne fais que spéculer un peu. I don't know your thoughts. I'm just speculating some things that I was thinking about, but yeah. Eh bien, le grand problème avec les spéculations sur ce que Zelensky pourrait faire, c'est que je pense que nous parlons d'une personne qui voit de plus en plus les signes avant-coureurs. Il comprend que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre, qu'elle est en train d'être vaincue. Je pense que les Ukrainiens l'ont compris. Je pense que Zelensky lui-même l'a compris dès juillet, d'ailleurs.
Mais je pense qu'ils comprennent que la guerre est perdue. En même temps, ils ne peuvent pas se résoudre à négocier avec les Russes et à faire des concessions ou à revenir à Istanbul plus, ou à parler avec les Russes, des termes que Poutine a proposés en juin, qui sont essentiellement Istanbul plus, un retrait complet des Ukrainiens des 4 régions. A withdrawal by the Ukrainians completely from the 4 regions. So he's not able to do that. Il n'est donc pas capable de le faire. Il n'est pas capable de le faire émotionnellement parce qu'il a tellement investi dans la lutte contre les Russes. Et en même temps, il ne peut pas le faire politiquement parce qu'il comprend que s'il le fait politiquement, il attirera sur lui les nationalistes radicaux. Il comprend également qu'il serait complètement discrédité politiquement s'il faisait quelque chose comme ça. Donc, une personne qui se trouve dans ce genre de position, qui doit continuer, même si elle n'a aucune perspective réaliste de renverser la situation, a tendance à s'accrocher à des chimères. Il élabore donc un plan de victoire, essayant de faire lancer des missiles contre les Russes. Les Américains n'ont pas été impressionnés par le plan de victoire. Le Pentagone semble y être hostile, mais il va essayer de le relancer à nouveau. Donc, il va s'accrocher à son plan de victoire, essayant de persuader les gens de l'accepter. Il pense à nouveau à une conférence de paix. Il accepte que cette fois les Russes doivent être présents, mais ce ne sera que pour discuter de son plan de paix de victoire, qui consiste à ce que les Russes se retirent complètement d'Ukraine. Donc, on est en Ukraine dans une situation complètement ridicule parce qu'on a, pour des raisons, à mon avis, très, très, très largement d'amour-propre. Parce que, comme tu dis, au plan économique, au plan stratégique, l'Europe est morte. Voilà. L'Europe est morte et elle l'a voulu et elle l'assume et elle peut parler de souveraineté stratégique toute la sainte journée si ça l'amuse ou de défense autonome, mais c'est un mensonge patenté. Voilà, elle n'a jamais été plus dépendante des États-Unis et c'est pas prêt de changer. Il espère encore, d'une manière ou d'une autre, persuader les pays du Sud global de venir. Il a contacté Modi en Inde. Il a également essayé avec les Saoudiens. Apparemment, cela n'a pas très bien fonctionné. Modi a été piqué par toute l'expérience. C'est mon propre sentiment. Donc, il essaye de faire cela aussi. Et ce que vous avez dit à propos de lui, espérant peut-être qu'avec Trump, les choses pourraient changer et s'améliorer pour lui, je peux le croire complètement. Parce que, comme je l'ai dit, une personne qui se trouve dans la situation dans laquelle se trouve Zelensky va de plus en plus s'accrocher à des chimères et va perdre le contact avec la réalité. C'est exactement ce qui se passe. Donc oui, je pense qu'il pourrait se dire, eh bien, vous savez, Trump arrive, il ne m'aime pas beaucoup, il veut mettre fin à la guerre, mais peut-être que je peux le persuader que s'il me suit et menace les Russes de toutes sortes de manières différentes, alors je peux réaliser par Trump ce que je n'ai pas réussi à réaliser jusqu'à présent, c'est-à-dire attirer les Américains. Which is to draw the Americans in. I think, like you, that he's completely wrong. Je pense, comme vous, qu'il a complètement tort. Oui. Comment explique la sorte de folie qui semble avoir pris l'ensemble de la classe politique britannique? Parce qu'apparemment, Keir Starmer était parti aux États-Unis avec l'espoir que, avec les cibles en poche, une proposition de tir massif, justement, sur la Russie, bon, c'est bloqué donc par Lloyd Austin, mais avant c'était Rishi Sunak, et puis Boris Johnson, bon, qui a l'air dingue, hein, parce que lui propose carrément l'entrée de l'Ukraine maintenant dans l'OTAN et le déclenchement de l'article 5, donc rien de moins que le déclenchement d'une guerre nucléaire et la fin de l'humanité. C'est la guerre entre deux. Enfin, comment il réussit, comment d'après toi ces gens-là arrivent à oublier les règles de base de la dissuasion que nous avons tous appris dans notre deuxième ou premier cours, je me souviens plus de géopolitique, quand on avait 20 ans. Et on n'a pas de guerre directe entre deux nations nucléaires. Sinon, tout le monde meurt. Comment t'expliques ça? Mais c'est ça, c'est ce que j'appelle, c'est pour ça que j'essaie de réhabiliter l'école réaliste dans ce pays, c'est que
on perd pied avec le réel, on change de dimension. Nos politiques aujourd'hui sont non seulement ignorants, incompétents, connaissent rien, comprennent rien, n'ont jamais rien étudié manifestement aux grands affrontements, à l'histoire même de la Seconde Guerre mondiale, enfin, je veux dire, bon, comprennent pas. Voilà, ils ont un prisme strictement idéologique. Et c'est celui d'un Occident qui est en morceaux, qui est en train de tomber, mais parce qu'il s'isole tout seul, parce que ses recettes de domination ne marchent plus. Bon, donc tous ces gens-là, Kesterman et compagnie, pour eux, Poutine bluffe. Poutine est plus intelligent, parce que je ne pense pas qu'ils le prennent pour un imbécile. Ils se disent, on peut continuer à harceler, on peut continuer à monter l'escalade, on peut continuer à essayer d'aller encore plus loin, à essayer de déstabiliser, à essayer, puisque jamais il n'osera prendre le risque de cet affrontement. En fait, ces gens-là, ne comprennent pas ce qu'est la Russie, ne comprennent pas ce qu'est l'état d'esprit russe, ne comprennent pas la manière dont la Russie voit ce conflit et dont elle considère qu'elle doit faire ce qu'elle est en train de faire, qu'on le veuille ou non. Et encore, elle prend des gants. Je suis désolée de le dire. Enfin, en termes de morts civiles, depuis 2 ans et demi, si vous comparez, et c'est là que le double standard éclate aux yeux de tous. Si on compare Gaza et l'Ukraine, voilà, c'est quoi? L'ONU dit quoi? 10 000 morts civiles, à peu près, aujourd'hui. Gaza, on en est entre 40 et 45 000 officiellement, plus tous ceux qu'on ne trouvera jamais, qui sont en miettes. Dans son récent entretien donc, accordé à la presse allemande, Benjamin Haddad, il a par ailleurs affirmé en faveur, il s'est déterminé en faveur de la fourniture à l'Ukraine de missiles longue portée, qui prônent des frappes en profondeur sur le territoire russe. Et c'est pas neutre. On va savoir pourquoi. Et je le cite exactement. Nous disons qu'il faut donner aux Ukrainiens les outils dont ils ont besoin pour se défendre. Il reprend exactement ce que disait Macron. Et cela inclut des missiles à longue portée pour attaquer des cibles militaires en Russie. Oui. Alors, la question, je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit, parce que de toute façon, ce n'est que de la répétition, de la redite. On voit la question légitime que l'on peut se poser, c'est pour qui roule M. Haddad. Je rappelle qu'en France, déjà, nous sommes dans l'atlantisme le plus total, puisque nous avons, grâce à monsieur, ou à cause, devrais-je dire, M. Sarkozy réintégré le commandement intégré de l'OTAN. Nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Notre armée est en piteux état. En cas de conflit de haute intensité, nous tiendrions 5 jours, ça c'est le rapport qui avait fait pas mal de bruit au Sénat, et on bombe le torse. Donc on peut se demander pour qui il roule, M. Haddad. On peut se demander, la réponse est dans la question. Il roule pour les États-Unis, ce qui explique aussi quand même un certain nombre de positions vis-à-vis d'Israël et le fait que M. Macron soit au dernier moment comme ça tensé par Israël, qui s'est dit vexé, surprise, humilié parce qu'il avait dit que peut-être qu'il faudrait aboutir à un cessez-le-feu, notamment au Liban et à Gaza. Bon. À un moment où Kiev demande à l'Occident de lui permettre d'utiliser des missiles à longue portée contre Moscou, le ministère russe de la Défense a réagi en démontrant la force de ses forces navales. C'est un message également adressé aux alliés de Kiev. Les images diffusées montrent la frégate Admiral Golovko lors d'exercices avec des systèmes de missiles anti-aériens dans la mer de Barents. Selon l'annonce des autorités russes, la frégate a mené des exercices de tir réels sur des cibles simulant des attaques de drones ou de missiles de croisière. Admiral Golovko est un navire de guerre moderne russe équipé d'armes à missiles qui a rejoint la marine russe en 2023. D'autre part, l'armée ukrainienne a mené des attaques contre la Russie en frappant un entrepôt où étaient stockées des munitions pour missiles et des armes d'artillerie, y compris celles livrées par la Corée du Nord,
ainsi que des bombes aériennes télécommandées. En conséquence, les autorités russes ont déclaré l'état d'urgence à Briansk. Vafrid. Bonjour. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1 et vous nous parlez d'un des gros titres du moment dans la presse américaine. Les médias américains se délectent des révélations de War, le dernier livre de Bob Woodward. Le journaliste s'est rendu célèbre en dévoilant l'affaire du Watergate, rappelle le New York Times. Et son nouveau livre pénètre au plus près de Joe Biden et de Donald Trump grâce à des sources très haut placées, croit savoir Axios. C'est ainsi qu'on apprend qu'en privé, Joe Biden traite Benjamin Netanyahou de tous les noms, rapporte CNN. Joe Biden, qui critique également Barack Obama pour n'avoir jamais pris Poutine au sérieux, dévoile AP. Vladimir Poutine, que Donald Trump aurait appelé au moins 7 fois depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, raconte USA Today. Et lors de la crise du Covid, ironise Rolling Stone, le chantre de l'Amérique d'abord aurait donné la priorité à la Russie pour envoyer au président russe des machines de test pour son usage personnel. Réponse du porte-parole de Donald Trump cité par Newsweek, Bob Woodward est fou. Jean Chanzier, directeur de la Commission nationale du développement et de la réforme, a déclaré que les 1000 milliards de yuan, environ 140 milliards de dollars, d'obligations spéciales du Trésor à ultra long terme émises cette année, ont été entièrement allouées à diverses régions. Ces obligations seront également utilisées pour renforcer le soutien aux différentes entreprises. Monsieur Zhang a insisté sur la nécessité de mener des recherches opportunes afin d'élargir de manière appropriée les secteurs, l'échelle et la proportion d'obligations à but spécial destinées à des contributions en capital. Il a également appelé à des mesures de réforme concrètes afin d'élargir raisonnablement la portée du soutien des gouvernements locaux par le biais d'obligations à usage spécial. L'année prochaine, nous continuerons d'émettre des obligations spéciales du Trésor à ultra long terme et d'optimiser leur allocation pour soutenir davantage la mise en œuvre des grandes stratégies nationales et le renforcement des capacités de sécurité dans des domaines clés. À court terme, nous allons préaffecter 100 milliards de yuan, environ 14 milliards de dollars, en investissements budgétaires centraux et 100 milliards de yuan supplémentaires en liste de projets au cours de l'année pour soutenir la mise en œuvre des stratégies majeures et le renforcement des capacités de sécurité l'année prochaine, permettant aux gouvernements locaux d'accélérer les travaux préliminaires et de commencer la mise en œuvre plus tôt que prévu. Nous sommes aussi ce matin en Corée du Sud. Gabin Tellen, on vous retrouve à Séoul pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait la une des journaux sud-coréens ? À la une de la presse ici, la Corée du Nord qui va couper toutes les routes et les voies ferrées qui la relient à la Corée du Sud. Comme l'indique l'agence de presse Yonhap News, citant le chef des armées de Corée du Nord, c'est une mesure d'autodéfense destinée à dissuader la Corée du Sud d'attaquer Pyongyang. D'après le Korea Times, le pays communiste s'inquiète des exercices militaires sud-coréens près de sa frontière et la présence d'armes nucléaires américaines dans la région. Le Korea Jungang Daily nous rappelle que Kim Jong-un, qui fête aujourd'hui le 79e anniversaire du Parti des travailleurs au pouvoir, a dit ne pas avoir l'intention d'attaquer, mais se dit prêt à répondre par armes nucléaires si Séoul ou ses alliés utilisent la force. Les chefs d'état-major interarmés de la Corée du Sud ont déclaré que les mesures prises par la RPDC ne feraient qu'aggraver son isolement. La RPDC a récemment annoncé qu'elle allait couper toutes les liaisons routières et ferroviaires avec la Corée du Sud. Séoul a averti que son armée prendrait des mesures importantes contre toute provocation de la part de la RPDC, ciblant les forces de soutien et de commandement. Dans le cadre de son action, Pyongyang a dit qu'il renforcerait également les zones impactées de son côté de la frontière. L'armée de la RPDC a déclaré par le biais du média d'État KCNA que cette décision était une réponse à des exercices militaires tenus en Corée du Sud. Le plan est de couper tous les accès routiers et ferroviaires et de le faire dans les prochains jours. Bien sûr, les routes sont opérables pour le moment, les chemins de fer, ils sont en fait coupés. Ce que la RPDC dit qu'elle va faire, c'est qu'elle semble aller détruire ces sections de routes et de rails et construire des fortifications militaires autour de cette zone. La zone ne peut donc pas servir de passage en cas de conflit avec la Corée du Sud. Ce n'est probablement pas une surprise étant
étant donné que la RPDC a vraiment emprunté cette voie depuis décembre dernier, lorsque Kim Jong-un a parlé de formaliser la RPDC et la République de Corée, ou la Corée du Sud, en tant que deux États distincts, au lieu d'un pays divisé, les deux parties voyant l'autre comme illégitime. C'est de cette manière, bien sûr, que la Corée du Sud considère toujours la RPDC, mais la RPDC veut aller de l'avant et prévoit de reconnaître officiellement la Corée du Sud comme un pays distinct et elle-même comme un pays distinct. Et elle a pris des mesures comme celle de mettre un terme au bureau de communication intercoréen en RPDC qui était juste au-dessus de la zone démilitarisée. Ils l'ont fait l'année dernière et il y a beaucoup d'autres pas dans cette direction. Cela arrive juste après la réunion de l'Assemblée populaire suprême au cours de laquelle Kim Jong-un a longuement parlé de ce genre de processus divisant réellement la Corée en deux États et a déclaré que la RPDC suivrait son développement d'armes nucléaires, qu'elle prendrait des positions fortes si elle était attaquée, qu'elle essaierait de supprimer la Corée du Sud par la force s'il y avait une guerre, mais dans le même temps, il a dit aussi que la RPDC n'avait pas de plan pour une guerre avec la Corée du Sud et en fait Kim Jong-un a fait des déclarations pour dire qu'il ne voulait pas penser à cela. Donc cela semble être des mouvements très lourds, mais en fait c'est une sorte de reconnaissance de la réalité et les déclarations qui viennent avec elle ne sont pas si belliqueuses. La paix est-elle une mission impossible? C'est ce qu'on va voir avec vous, Bertrand Badi. Bonjour. Bonjour. Spécialiste des relations internationales, l'art de la paix, donc c'est chez Flammarion. Le pape qui appelle aujourd'hui à une journée de prière et de pénitence pour la paix dans le monde. Espérer la paix aujourd'hui, est-ce une utopie? Mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs un des points que j'essaye de développer dans mon livre. Simplement, il faut corriger une histoire. C'est-à-dire que pendant des siècles, 3 siècles, 4 siècles, la paix n'était que la non-guerre. D'ailleurs, dans le langage courant, on parle de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de l'entre-deux-guerres. On ne parle pas de l'après-paix, de l'avant-paix ou de l'entre-deux-paix. Hein. C'est quand même significatif de quelque chose. Mais c'est surtout significatif de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que pendant des siècles, et depuis la création des États-nations en Europe, nous sommes à l'époque de la Renaissance, la guerre apparaissait comme fonctionnelle, comme une utilité. Ça fait mal de dire ça, c'est cynique, mais c'est ainsi. C'est-à-dire que la paix disparaissait du décor, la guerre avait besoin de l'État et l'État avait besoin de la guerre. Il y a eu une connivence qui s'est constituée et qui a fait notre histoire. Notre histoire s'est construite à partir de l'idée que l'État se consoliderait, se rémunérerait grâce à la guerre et que la guerre irait chercher dans l'État les ressources de sa pérennité. Ça a marché. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez les guerres classiques, on voit à l'issue de celle-ci que le vainqueur emportait un certain nombre d'avantages. Ce qui se passe depuis 1945, et alors le conflit israélo-palestinien nous en donne une illustration éclatante, c'est que la guerre ne produit plus de victoires. Vous avez remarqué que depuis 1945, il n'y avait plus de victoires. Et les rares victoires militaires qu'on a vues se constituer depuis 1945 n'ont jamais abouti à des victoires politiques. Elles ont même abouti à des défaites politiques. Regardez, la victoire américaine dans l'offensive du Tet. Peu de temps après, les États-Unis se retirent la queue basse du Vietnam. Regardez la bataille d'Alger gagnée en 1957 par la France, et peu de temps après, le FLN gagne, et c'est l'indépendance de l'Algérie. Et comment l'expliquer, justement? Eh bien, parce que notre monde n'est pas statique. Le contexte qui était ce contexte qui rendait la guerre fonctionnelle n'existe plus aujourd'hui. Mais pourquoi est-il fondamentalement différent des siècles précédents? Eh bien, parce qu'il y a eu des événements qui sont intervenus comme des ruptures fortes. La décolonisation, c'est que la décolonisation a suscité un phénomène tout à fait exceptionnel, inconnu auparavant, qui est la victoire du faible sur le fort. Dans les guerres de décolonisation, c'est toujours le plus petit qui gagnait. Même s'il était battu militairement, je parlais de la bataille d'Alger tout à l'heure, il finissait par gagner politiquement. Et donc, ça a, en quelque sorte, dévalué la puissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas regarder en face. Deuxièmement, il y a la mondialisation. La mondialisation fait que la guerre n'est plus cette rivalité
entre égaux et entre voisins, entre cousins, en fait, qui en faisaient un tournoi acceptable et finalement bénéfique pour chacun, en tous les cas pour les princes. D'autre part, la mondialisation crée une telle interdépendance entre les États, les peuples, les sociétés, les acteurs. La mondialisation nous expose tellement à des menaces autrement plus fortes que celles que fait peser le voisin et qui sont liées au dérèglement planétaire, menaces climatiques, menaces sanitaires, menaces alimentaires, que le vieux modèle de la guerre ne reprend pas le souffle qu'il avait autrefois. Et si vous acceptez quelques toutes petites guerres, la guerre des Malouines, la guerre de Grenade, où effectivement il y a eu une victoire militaire claire qui s'est traduite par une victoire politique évidente, ça ne marche plus. Donc aujourd'hui, la guerre coûte de plus en plus et est de moins en moins utile. Qu'est-ce qui se passe ? Normalement, si nous avons affaire à des acteurs rationnels, ce sont les stratégies de paix. Et l'ambition de ce livre, c'est de montrer que la paix, c'est pas la non-guerre. La paix, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. La paix, c'est l'accomplissement de l'humain. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, la réplique israélienne à l'Iran se fait attendre. Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, promet qu'elle sera, je le cite, précise, mortelle et particulièrement surprenante. L'Iran ne comprendra pas ce qui lui est arrivé ni comment. Fin de citation. Alors les rodomontades avant l'attaque relèvent de la guerre psychologique et en Orient, on n'hésite jamais devant les superlatifs. Sauf que depuis un mois, Israël a réussi tant de frappes précises, mortelles et particulièrement surprenantes qu'on prend son ministre au sérieux. De quoi parle-t-il ? Mystère et boule de gomme arabique. Tel Aviv répète que la riposte est imminente et ce compte à rebours met les mollahs au supplice. Ils s'attendent à ce que le ciel leur tombe sur la tête. Oui, depuis que les beepers ont explosé à Beyrouth, on dort mal à Téhéran. Les services de sécurité savent qu'ils ont été joués par le Mossad. On ne peut pas dire que la chasse aux agents sionistes est ouverte. Elle n'a jamais cessé depuis la Révolution. Mais ces jours-ci, l'espionnité aiguë tourne pratiquement à la panique. Quand Hassan Nasrallah et ses lieutenants ont été ensevelis dans leur bunker, l'ayatollah Khamenei a été transféré dans un lieu tenu secret. La nuit, la monarchie fait des cauchemars. Elle ne voulait pas d'un affrontement direct avec Israël. Elle s'y retrouve acculée puisque ses supplétifs, le Hamas et le Hezbollah, ont été décapités. Les gardiens de la Révolution ont relevé le défi avec les 189 missiles tirés la semaine dernière sur Israël. Et depuis, l'insomnie est garantie à Téhéran. 9 nuits à guetter le ciel ont lessivé les Iraniens qui sont en alerte maximum. Alors le guide, il a réapparu vendredi pour diriger la prière. C'est exceptionnel, c'est sa façon à lui de monter au front. Son sermon avait un ton funèbre. Il a fait l'éloge des grands disparus. Il a promis 1000 morts au petit Satan. Mais ce que l'on retient, c'est qu'il a appelé les nations arabes à se précipiter au secours de l'Iran et à le faire rapidement. Donc, 5 jours après, évidemment, aucun de ses voisins ne lui a lancé de bouée. Il peut compter sur Joe Biden, qui s'emploie à retenir Benjamin Netanyahou. À Gaza, comme au Liban, le Premier ministre israélien a mis la Maison-Blanche devant le fait accompli. Pour un mois encore, jusqu'à l'élection présidentielle, il peut se permettre d'humilier son puissant allié. Il doit même y prendre un peu de plaisir, tant ses relations sont détestables avec Joe Biden. Le week-end dernier, à 2 reprises, celui-ci a tenté publiquement de le dissuader d'attaquer les installations pétrolières iraniennes, comme il s'était opposé à des frappes sur les installations nucléaires. Cela n'a eu qu'un seul résultat, faire monter le cours du baril. C'est l'éternel retour de Joe le gaffeur. Hier, les 2 hommes ont passé près d'1 heure au téléphone, Vincent. Et c'est la première fois depuis des mois. L'administration américaine ne veut pas d'une guerre régionale. En échange d'une riposte mesurée qui s'attaquerait seulement au centre de commandement et à des tirs ciblés sur des responsables iraniens, elle laisserait à Benjamin Netanyahou les mains libres au Liban et elle lui fournirait tout l'armement nécessaire. Jusqu'au bout, la négociation va continuer. On ne sait ni le jour ni l'heure. C'est inéluctable, mais on sera quand même surpris. On dirait une définition de la mort. La seule chose qui ne change jamais, finalement, c'est que le Liban reste pour son malheur l'otage des affrontements régionaux. Voici Avichai Adrai, le porte-parole militaire d'Israël en langue arabe.
Son visage et sa voix sont aujourd'hui bien connus des Gazaouis et des Libanais. Suivi par des dizaines de milliers d'internautes arabes sur les réseaux sociaux, il est aujourd'hui perçu au Moyen-Orient comme l'oiseau de mauvais augure de l'armée israélienne. Que sait-on d'Avichai Adrahi? Son visage, aujourd'hui familier, est apparu pour la première fois lors de la guerre au Liban en 2006, puis de manière régulière dans celles qui suivront à Gaza. Objectif du ministère israélien des Affaires étrangères, partir à l'assaut de l'opinion publique arabe. Et Avichai Adrahi semble avoir le profil parfait. Né à Haïfa en 1982, ses grands-parents maternels sont originaires d'Irak et du côté paternel de Turquie et de Syrie. Cela fait donc 18 ans qu'il est à son poste et il connaît parfaitement les codes, les spécificités culturelles jusqu'aux blagues et aux dictons des pays arabes qu'il détourne allègrement au profit d'Israël. بحبك يا لبنان كلمات جميلة جعلتني أستخدمها لأعبر عن حبي لوطني إسرائيل بحبك إسرائيل يا وطني بحبك. Les internautes arabes n'hésitent pas à répondre à ce genre de vidéos provocatrices, en publiant par exemple des parodies de l'homme. Mais depuis le début du conflit il y a un an, il est surtout connu pour menacer le Hamas ou le Hezbollah et s'adresser directement aux habitants à Gaza et au Liban. Parfois avec ce genre de vidéos infantilisantes, poussant le cynisme à son paroxysme. Il était attendu de pied ferme par les eurodéputés à Strasbourg, mais également par Ursula von der Leyen. Critiqué pour son soutien à Donald Trump, sa volonté de maintenir des liens avec Moscou et son refus de la politique migratoire de l'UE, Viktor Orban était en terrain hostile ce mercredi au Parlement européen. Son pays préside le Conseil de l'Union européenne, il devait donc présenter les priorités de cette présidence qui agace Bruxelles. akiknek erre előzetesen megadtuk az engedélyt, és belépni csak az engedéllyel lehet az Unióba. Sur la question migratoire, le conflit entre Budapest et Bruxelles a poussé la Commission européenne à entamer plusieurs procédures contre la Hongrie. En septembre, le pays a menacé d'envoyer des bus de migrants à Bruxelles si l'UE le forçait à accueillir des demandeurs d'asile. Migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia. Lors de plusieurs répliques tranchantes, Ursula von der Leyen a balayé les différentes accusations de Viktor Orban. Elle lui a notamment reproché d'avoir laissé sortir de prison plus de 2000 passeurs de migrants. You said that Hungary is protecting its border and that criminals are being locked up in Hungary. I just wonder how this statement fits with the fact that last year your authorities released from prison convicted smugglers and traffickers before they did their time. La présidence du Conseil de l'UE est assurée par la Hongrie jusqu'à fin décembre, une période qui s'annonce encore longue pour Bruxelles. La présidence suivante sera assurée par la Pologne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a divisé le Parlement européen à Strasbourg ce mercredi. La présentation des priorités de son gouvernement a été approuvée par les groupes de droite radicale et critiquée par la gauche. Le chef du principal parti d'opposition hongrois, Péter Magyar, a exprimé son inquiétude. He didn't give any reply to the questions concerning the healthcare, the collapsed healthcare system, the collapsed education system, the public transport, the collapsed Hungarian economy, the budget situation. He didn't reply anything. He just said some personal critics and spoke about Brussels bureaucracy and the fight between Hungary and the European Union. Plusieurs députés européens de gauche ont protesté contre le régime autoritaire de Viktor Orban à l'extérieur de l'hémicycle, certains boycottant même son discours d'ouverture et n'entrant que pour le débat. Leur principale préoccupation est le respect de la démocratie et de l'état de droit en Hongrie, ainsi que la position de Viktor Orban sur l'immigration et la politique étrangère. L'eurodéputé vert Daniel Freund a ouvertement qualifié le Premier ministre de dictateur. It's a lost presidency. We will see
pretty much zero progress on any of the legislative negotiations. But then comes the additional risk where Orban misuses his presidency. And we have already seen that when he went to see Putin and Xi and Donald Trump. And I fear that we haven't seen all of that yet. We're facing an extremely tight US election on the 5th of November. So what happens if Orban, on behalf of the European Union supposedly, tries to intervene into the US election? Viktor Orban peut néanmoins compter sur le soutien de son groupe politique, les Patriotes pour l'Europe et d'autres groupes d'extrême droite. È stato un intervento molto concreto e centrato su quelle che sono le urgenze che una presidenza di turno dovrebbe affrontare, quindi con focus particolare sul tema dei costi dell'energia, della competitività delle imprese europee raffrontate con l'estero, con un focus anche sul tema della protezione dei confini. À la fin du débat, Viktor Orban a reçu des applaudissements d'un côté de la salle et s'est fait huer de l'autre côté. Une route barrée en prévision du passage de la tempête Kirk. Une trentaine de départements français dans la Vendée sont placés en vigilance orange à cause des inondations. Dans cette petite commune, les élus locaux se préparent à l'arrivée des pluies. Nos digues ont été renforcées et rehaussées. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On est quand même toujours inquiet. Prêt à bondir avec les agents techniques pour s'il y a lieu, on sortira les bateaux et on avertira toute la population. Avant d'arriver en France, la dépression Kirk est passée au large de la péninsule ibérique où elle a provoqué des dégâts, comme ici dans le nord du Portugal, dans la région de Porto, où des centaines d'arbres ont été arrachés par la violence du vent. Des chutes d'arbres qui sont à l'origine de plus d'1 millier d'incidents recensés par les autorités, comme des voitures endommagées ou une circulation ferroviaire interrompue. Plus de 300 000 personnes sont également privées d'électricité. Dans l'Espagne voisine, la Galice, située au nord-ouest du pays, a été la plus touchée par la tempête. Des conditions météorologiques qui ont conduit à l'annulation de plusieurs vols dans différents aéroports à travers le pays. L'épisode de pluie a par ailleurs causé d'importantes inondations. La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de l'Allemagne devraient également ressentir les effets de la tempête au cours des prochains jours. Le Fonds monétaire international recommande à l'Union européenne de rester unie face à la fragmentation du marché unique afin d'éviter une crise financière. Alors que le monde est aux prises avec des crises qui se succèdent comme le Covid-19 et la guerre en Ukraine, la directrice générale Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à se préparer à d'autres chocs pour ne pas être laissée pour compte. It is important for Europe to stand tall on its achievements. One massively well-performed task to free itself from dependency on Russian oil and gas. It has been done remarkably well. Europe can be proud of it. Europe can be proud of the attention it pays to the big challenges of today and tomorrow: climate, demography, technology, and a critical one, fairness in society. Kristalina Georgieva affirme que l'Europe doit commencer à réduire la bureaucratie et son inefficacité administrative et donner la priorité au développement d'entreprises capables de soutenir la concurrence. Europe should be careful not to be complacent. The world is moving very rapidly. Attention to European competitiveness is so important. Right now, Europe is rightly focused on the immediate task in hand: bring inflation down. Big success so far. Don't lose sight of data if you need to calibrate appropriately steps taken in the future. And very important for Europe, reignite growth. If growth remains as anemic as it is now, it would be hard for Europe to achieve the objectives that people here aspire for. Digital, green economy that benefits people and offers opportunities for businesses. 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel de chimie pour leurs travaux sur les protéines. L'année dernière, le prix a été décerné à 3 scientifiques pour la découverte et la synthèse de points quantiques. The Royal Swedish Academy of Sciences has to decide
has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry with one half to David Baker, University of Washington, USA, for computational protein design, and the other half jointly to Demis Hassabis and John Yamper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Le prix est assorti d'une récompense en espèces de près d'1 million d'euros. Le prix Nobel de la paix sera annoncé vendredi. Expliquez bien, parce que vous êtes une des personnes les mieux placées pour l'expliquer, en quoi il y a eu, en dehors du dérapage sur la dette, etc., dérapage de la prévision. C'est la première fois depuis, alors je ne sais pas combien de temps, mais au moins 50 ans, qu'on part avec un budget, au départ le budget 2024 était avec 4,7% de déficit. C'était pas les 3%, mais c'était une pente qui allait dans le bon sens. Et la trajectoire, si on ne fait rien, s'il n'y a pas de mesures immédiates, on était sur une trajectoire de 6,9. Ça fait 100 milliards d'écart. 100 milliards, c'est colossal comme erreur. Qu'il y ait des rentrées fiscales un peu moins fortes, un peu plus fortes, ça arrive chaque année. Il y a toujours eu des petits écarts. Mais là, et moi je n'ai pas vu aujourd'hui d'explication de la part de Bercy, pas au sens ministère, mais au sens, le fonctionnaire. La technostructure, comme on dit. Enfin, je veux pas. Ça fait un peu, non, enfin, les gens qui sont en charge des prévisions. C'est quand même une erreur. En gros, c'est une erreur de 100 milliards. C'est colossal. C'est colossal. Et l'explication qui a été avancée il y a quelques semaines en disant c'est ce qu'on appelle le contenu de la croissance. On a fait plus d'exportations et on a fait moins de consommation. Donc moins de TVA me paraît quand même très 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 légère. Pour expliquer 5 ou 10 milliards, oui, pas pour expliquer 100 milliards d'erreurs. Et vous dites c'est sans précédent, de mémoire en tout cas d'observateur économique que vous êtes. Oui, je voudrais vérifier, il faudrait demander à un journaliste économique, à François Langlais, qui plongerait dans ses archives. Mais on va faire le téléphone à un ami, comme on dit dans certaines émissions. C'est ça, j'appelle un ami, mais je crois pas. Et je veux dire, il faut répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas expliquer pourquoi on s'est trompé, l'année prochaine, le budget qui va être présenté, donc s'il est voté à 5%, il ne faudrait pas qu'on ait le même niveau d'erreur. Donc il y a une espèce d'analyse de cet écart qu'il faut absolument faire pour bien comprendre comment on s'est trompé. 60 milliards d'euros sur un an. C'est l'effort colossal que s'apprête à demander le gouvernement pour redresser les finances publiques. Objectif, ramener à 5% le déficit public en 2025, puis à 3% d'ici 2029 pour répondre aux exigences de Bruxelles. Un budget qualifié de difficile, sérieux et responsable selon le Premier ministre. Il y aura un effort général à faire pour mieux gérer la puissance publique, l'action, l'efficacité de la puissance publique. C'est une demande générale dans tout le pays. Il faut qu'on gère mieux l'action publique et l'argent public, parce que c'est l'argent de tous les contribuables. Des contribuables qui devront mettre la main à la poche. Sur les 60 milliards d'euros à trouver, 20 milliards proviendraient de hausses d'impôts. Les taxes sur l'électricité pourraient être augmentées. Côté fiscalité, 65 000 foyers aisés seraient imposés à hauteur de 2 milliards d'euros supplémentaires. Quelques 300 grandes entreprises seraient aussi mises à contribution pendant 1 ou 2 ans. Mais la plus grosse partie des économies proviendrait de réduction des dépenses publiques. 40 milliards de coupes budgétaires sont envisagées. Un effort énorme qui s'ajoute aux 10 milliards d'économies décidées par le gouvernement précédent. Parmi les économies, 15 milliards concerneraient la sécurité sociale à elle seule. 5 milliards seront demandés aux collectivités locales et aux hôpitaux. Autre victime collatérale, les retraités, dont la revalorisation des pensions sera repoussée de 6 mois, mais aussi le climat. Le fonds vert destiné à accélérer la transition écologique devrait être amputé d'1,5 milliard d'euros. Un budget néfaste pour les Français, selon la gauche. Faire 60 milliards d'euros d'économie, c'est 2% du PIB. 2% du PIB, c'est l'équivalent du plan d'austérité qui avait été imposé à la Grèce en 2010. Exactement. La conséquence d'un plan d'austérité de cette violence, ça a été, dans les années suivantes pour la Grèce, 25% du PIB en moins. Donc je pense que ça va produire une récession économique et que c'est vraiment pas la bonne manière de s'attaquer au problème de l'augmentation des déficits publics. Un budget scruté de près aussi par le camp macroniste, critique des hausses d'impôts envisagées, et par le Rassemblement national qui accuse le gouvernement de poursuivre la politique menée jusqu'ici. Menacé de censure, Michel Barnier n'écarte pas de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour adopter le budget à la fin de l'année.
Si on est dans une telle panade, mon cher François, c'est parce que l'État a fait n'importe quoi, notamment quand les taux d'intérêt étaient à zéro et qu'on a cru à l'époque que l'argent était gratuit. C'est vrai, quand on s'interroge sur les causes. Bon, il y a d'abord la conviction profonde du président de la République que la dette n'a pas d'importance. Il y a l'idée saugrenue de faire reposer l'assainissement des comptes sur une croissance future et hypothétique. De ce point de vue, Macron est le continuateur d'une longue illusion française. On pourrait appeler ça le syndrome Perrette et le pot au lait. Et puis ensuite, vous l'avez dit, il y a une conjoncture exceptionnelle qui nous a aveuglés. Comment ça, une conjoncture exceptionnelle ? Elle est liée au taux d'intérêt auquel la France emprunte pour financer son budget. Le septennat Macron, bon, c'est un quinquennat plus 2 ans à ce jour, il se décompose en 3 périodes. D'abord, relative sagesse budgétaire, c'est le tout début, 2017-2019. Ensuite, 2020-2022, les crises. Covid, et puis guerre en Ukraine. Et puis, période 3, la plus critique, 2022 jusqu'à aujourd'hui, 2024, la dépense en folie. Ça commence avec la campagne électorale de la présidentielle et jusqu'au moment où on découvre la réalité du déficit, c'est-à-dire maintenant. D'accord, François Bayrou. En quoi les taux d'intérêt que vous évoquiez sont liés à tout ça ? Écoutez, période 1, donc le début, les taux baissent. Ça réduit la charge de la dette de près de 20 milliards par an pour la France, qui offre des marges de manœuvre très importantes pour réduire le déficit sans vraiment couper dans la dépense. C'est la période où la France revient à moins de 3% de déficit, sous les vivats de la communauté financière qui salue nos brillants gestionnaires. Bon, en réalité, derrière la performance, il y a un cadeau du ciel, c'est la baisse des charges d'intérêt. Période 2, à partir de 2020, les crises, c'est plus un cadeau du ciel, c'est une pluie de bienfaits qui tombe sur la France et sur l'Elysée. À cause du Covid, la Banque Centrale Européenne fixe les taux à zéro. On peut donc s'endetter pour rien et puis financer les dépenses exceptionnelles. Les taux à zéro désinhibent complètement nos gouvernants qui vont largement au-delà de ce que font nos voisins. En plus, arrive le plan de relance de l'Europe, souvenez-vous, des dizaines de milliards pour la France qu'on ne remboursera qu'à partir de 2028. Notre diable de président a fait les poches d'Angela Merkel. C'est la fête. Et c'était la période 2, période 3 alors. C'est là que tout change, François ? Tout change, sauf en France. La France continue à dépenser comme une brute. Bouclier tarifaire, augmentation des policiers, des enseignants, du point d'indice des fonctionnaires, des soignants. Innombrables plans, échecs sectoriels. Le plan vélo, le plan avion décarboné, le plan lycée professionnel, les bonus, réparation pour les grille-pains, passe-rail. Rien de tout cela n'est financé intégralement, c'est du déficit. Alors que autour de nous, le climat a changé. Les taux d'intérêt remontent très fort et très vite à cause de l'inflation, ce qui renchérit la charge de la dette et nous étrangle. Et tous les pays voisins resserrent leurs dépenses pour retrouver une situation normale, alors que nous, on reste avec le chéquier sur la table. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.